Salut Gaspard, Hello. merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger pendant une petite demi-heure sur toute l'actualité de la tokenisation cette fois et un peu de la finance décentralisée. On va voir un petit peu tous ces sujets qui sont chauds et qui vous concernent. On s'est vu l'année dernière à peu près, alors pas dans le même cadre parce que c'est un nouveau studio, mais dans la même ambiance à Ethereum Sicile, l'une des plus grosses conférences européennes voire mondiales de l'écosystème Ethereum, pour faire un petit point sur Happy Wine, qui était du coup la même boîte mais avec un autre nom. Maintenant ça s'appelle Spectra. On va faire aussi un petit point sur ça et voir comment votre projet a évolué entre l'échange qu'on a eu l'année dernière et celui-ci. Et encore une fois, vous êtes au cœur de l'actualité ou en tout cas de l'intérêt des institutions, du public en ce moment avec tout ce qui est Real World Asset Tokenisation et tous ces sujets-là. Donc on va pouvoir voir un petit peu tout ce que ça veut dire dans cet échange notamment. Merci de nous rejoindre encore une fois cette année, un de nos fidèles clients. Est-ce que tu peux refaire un mot sur toi s'il te plaît en quelques mots et nous dire un mot ou deux sur Spectra ex Happy Wine du coup s'il te plaît. Bien sûr, merci pour l'invitation. Donc, moi je m'appelle Gaspard Peduzzi. J'ai un background d'informatique, j'ai fait une école d'ingénieur informatique et j'ai cofondé donc Happy Wine, maintenant Spectra, il y a 3 ans de cela. Voilà, je suis basé en Suisse, on a une team de 12 personnes full-time entre essentiellement France et Suisse. Et Happy Wine, qu'est-ce que c'est ? C'était un protocole qui tokenisait les rendements. En fait, le but était de pouvoir trader, échanger les intérêts futurs dans la finance décentralisée. Et voilà, effectivement, on a changé de nom il y a 2 semaines, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur une nouvelle identité et aussi sur une nouvelle version qui incorpore des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités. Et effectivement, du coup, votre objectif c'est, imaginons, je mets de l'argent sur AAV, je vais avoir du coup 3% sur mes USDC pendant 1 an. Je peux tout de suite, en allant chez vous, avoir 2,8% en immobilisant mon capital, mais par contre j'ai les intérêts tout de suite et du coup j'en fais ce que je veux, c'est ça l'idée ? Exactement, il y a un marché d'intérêts, donc on peut échanger un taux variable contre un taux fixe et par exemple sécuriser ces intérêts à l'avance. Ok, donc c'était effectivement l'une des grosses propositions de valeur et du coup c'est ce que je disais, on va aller voir gentiment un petit peu autour de... Si on sort de la finance décentralisée, à quoi ça peut s'appliquer et qui ça intéresse du coup d'avoir ce genre de possibilités sous la main et faire le parallèle avec la finance traditionnelle puisque c'est vraiment, je trouve, cette année 2023 en tout cas, le gros switch qu'il va y avoir entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée et les ponts d'intérêt entre ce monde-là incarné par la tokenisation et on va y revenir. Juste avant ça, du coup, vous avez changé de nom. Qu'est-ce qui justifiait un changement de nom comme ça ? Quelle est la grosse information ou les grosses tendances que vous voulez changer par rapport à la bouteille Happy Wine que vous étiez jusque-là ? Très bonne question. Alors, Happy Wine, c'est un nom qu'on a trouvé en quelques heures. On était 4 étudiants, 4 cofondateurs dans une chambre étudiant. On a lancé le projet comme ça et ça a beaucoup grandi. Et en fait, aujourd'hui, la finance décentralisée prend en maturité. Et on a besoin d'une nouvelle image, une image plus sérieuse, moins avec un peu cette méta qu'il y avait autour du vin, la métaphore de la maturité sur les intérêts, et plus quelque chose de plus neutre, plus professionnel aussi. Donc voilà Spectra, on est autour du champ lexical de la vision pour différentes raisons, différentes projections. Et voilà. Et sur les prochaines grandes innovations que vous souhaitez apporter au protocole, est-ce que tu as quelques indications à nous donner, quelques annonces que vous avez faites que tu peux revoir ici ? On a lancé une première version en 2021. C'était la première fois qu'on déployait le protocole sur la blockchain Ethereum. On a eu nos premiers utilisateurs, on a beaucoup itéré. Et en fait, on a totalement recommencer le protocole from scratch et pour construire une architecture permissionless. Une architecture où n'importe qui peut venir sur Spectra et créer en fait différents types de produits, donc des bonds comme on trouve dans la finance traditionnelle, mais sur n'importe quel type d'assets qui génèrent des intérêts, ce qu'on peut appeler des swaps, donc échanger des taux fixes sur des taux variables, trader le yield directement. En fait, on a rendu l'architecture plus flexible, un protocole qui a vocation à être beaucoup plus décentralisé aussi. Et tout un layer, en fait, une sorte de middleware d'architecture qui se plug par-dessus la finance décentralisée telle qu'on a aujourd'hui et qui vient améliorer les produits existants. Par exemple, tu as cité AV, un protocole de lending qui fait on peut emprunter, déposer. Il y a d'autres protocoles comme ça, on va venir se plugger sur eux et apporter une couche de taux fixe, d'obtenir son yield à l'avance. C'est les principales fonctionnalités. Aujourd'hui, on est en bêta de cette V2 et en juillet, concentré sur les audits au moment où on tourne ce podcast et voilà, on lance dès que c'est prêt. Ok, et tu parlais de bands, est-ce que tu peux revenir un petit peu aussi sur cette itération-là, s'il te plaît ? Bien sûr. En fait, ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on a tokenisé les rendements. Ouais. Donc en fait, on prend des assets qui génèrent des intérêts et on les bloque pendant une période donnée. Et quand on les bloque, il y a en fait une partie principale et une partie yield. Le principal, ça correspond un peu à un bond dans la finance traditionnelle. Un bond, c'est un instrument qui permet d'avoir des revenus fixes, en fait. Donc un bond, c'est un instrument qui permet de faire un prêt d'une quantité déterminée qui sera payé à maturité. C'est extrêmement utilisé dans la finance traditionnelle. J'ai eu
en talk hier où j'ai discuté un peu et j'ai posé la question qui connaît les bonds. La plupart de la salle est évidemment. Qui en utilise? Une personne à deux-mêmes. Et en fait, c'est un peu l'avantage de la finance décentralisée, c'est de pouvoir prendre des outils qui sont très complexes, difficilement accessibles, qui ont besoin d'être émis par des institutions particulières. Et avec les défis, en quelques clics, on peut utiliser ces instruments. C'est très utilisé pour toutes les problématiques de cash flow, donc par les entreprises, par les particuliers, pour utiliser ça en tant que collatéral dans des prêts. Et là, on rend ça tout à fait facile, accessible, ouvert. On connaît tous les bandes du Trésor américain, justement, on en a beaucoup parlé, c'est aussi une de ces formes-là, quoi. Exactement. Okay. C'est tout à fait similaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la vague où, quand la DeFi est venue un peu au jour de tout le monde, on a vu une comparaison avec la finance plus centralisée, la finance traditionnelle. Et aujourd'hui, on a un peu l'inverse, cette inversion d'infrastructure où on voit des bons du Trésor américain tokenisés sur la blockchain, par exemple. Et nous, on va venir complémenter cette approche qui permet à n'importe qui de créer ses bons. Et je pense qu'on est vraiment dans cette phase où en fait ces finances centralisées et décentralisées mergent un peu. Et on souhaite être un acteur principal dans ce mouvement. Et justement, entre l'été de la DeFi en 2020, les échanges qu'on a eus au fur et à mesure, celui qu'on a eu l'année dernière, je crois qu'on s'est vu juste après que la Société Générale Forge ait commencé à s'amuser avec la finance décentralisée, notamment en tokenisant des biens et des instruments financiers pour emprunter sur MakerDAO du DAI, ce qui était assez dingue. Qu'est-ce qui, deux choses, depuis 2020 pour toi, a énormément changé dans la finance décentralisée et qui a été game changer par rapport à toute l'influence qu'on a eue en 2020 où tout était nouveau, et surtout depuis l'année dernière, quel est, sur ces 12 derniers mois, le gros truc aussi qui, toi, tu t'es dit, ok, j'ai envie de continuer d'innover dans ce monde-là parce que c'est exceptionnel. Je pense qu'entre 2020 et aujourd'hui, il y a eu énormément d'étapes, d'évolutions. Déjà, c'est un écosystème qui était très expérimental, qui l'est toujours encore beaucoup, on voit beaucoup d'innovations, mais vraiment, on a expérimenté différents types de technologies, on a réalisé comment on devait construire ces systèmes, quelles étaient les problématiques très importantes pour les différents acteurs qu'on essaie aussi d'approcher, notamment les institutions, les problématiques de sécurité on a vu de nombreux vagues passer, donc on considère les choses différemment. Finalement, c'était un peu la bulle du début où tout le monde se pressait de sortir des produits, de tenter des choses, d'expérimenter, et on est un peu allé fast et on a broke things, et maintenant avec cette maturité, on a un écosystème qui est quand même beaucoup plus utilisable, beaucoup plus praticable. On est toujours assez early, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait un peu des dérivés sur les taux d'intérêt. C'est quelque chose qui est un peu plus complexe, et c'est notamment ce qui va rendre finalement l'écosystème de la finance praticable, qui va permettre de se hedger contre des variations, d'avoir des choses plus certaines dans l'utilisation. Je pense que récemment, on a aussi beaucoup vu le régulateur mettre un pas, même les deux pieds dans l'écosystème. Ouais. Finalement, c'est une bonne chose. Alors, en tant que builder, d'aventurier, on a toujours peur de tomber dans un filet qui était mal dirigé. Maintenant, c'est aussi une preuve de maturité, c'est aussi ce qui manquait pour attirer d'autres acteurs, c'est aussi ce qui manquait pour protéger les utilisateurs, les gens qui vont utiliser les produits. Donc, c'est des signes très, très positifs, je pense, pour l'évolution de l'écosystème. Et aujourd'hui, effectivement, quand on veut attaquer ou taquiner la finance décentralisée, on la compare, ou en tout cas, on la ferme à uniquement des protocoles de borrow lending, c'est-à-dire qu'on peut effectivement déposer un Ether pour emprunter 80% de sa valeur contre un stablecoin, par exemple le swap, et essayer de battre le marché en déposant ces stablecoins sur un autre protocole ou en achetant de l'Ether pour se faire un levier. Les cas d'usage sont encore un peu timides, on les voit arriver justement avec la tokenisation, on en parlera dans quelques minutes, mais à part cette innovation brutale du coup qui existe depuis 2020 et qui s'est perfectionné, est-ce qu'il y a un autre gros usage sur la DeFi où tu te dis non, effectivement, ça c'est une dinguerie, comme ont pu être les AMM, Automated Market Maker, il y a quelques années, aujourd'hui, ou est-ce que ça reste encore timide? Non, franchement, ça évolue beaucoup. C'est vrai que les protocoles de lending, finalement, c'était un peu les pionniers parce que c'était comment on gère de la dette, comment on gère l'emprunt de liquidité. Donc il y a toutes ces lignes de crédit qui se sont faites, tout ce qui est échange d'assets a énormément évolué. Aujourd'hui on est dans une grosse phase de tokenisation, on voit l'immobilier a toujours été là, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de barrières légales finalement sur la tokenisation de real world assets. Ouais. On a les bonds à fond en ce moment, les bonds trésors américains, et ensuite on a l'utilisation de ces assets dans d'autres synergies. L'avantage de la finance décentralisée, c'est qu'on peut avoir une bien meilleure utilisation de la liquidité dans la mesure où dans la finance traditionnelle, on peut avoir deux providers différents qui vont essayer de travailler ensemble. C'est chacun doit demander la permission de l'autre. C'est tout un process pour créer des ponts entre deux éléments. La DeFi, on la compare à des Lego, parce que finalement, c'est une finance qui est descendue à l'échelle du protocole. Ces protocoles de prêt, de ligne de crédit, en fait, ils sont essentiellement utilisés par d'autres protocoles plus que par leur application directe.
Donc on arrive à construire, à connecter ces différents protocoles et à faire des utilisations qui n'étaient même pas possibles directement avant. Donc vraiment, voilà, on a tous ces échanges, on a aussi les stablecoins qui ont toujours été très à la mode, qui évoluent, qui se perfectionnent, qui ces différents systèmes. Et ensuite, on a aussi toutes les thématiques de scalabilité qui apportent un vent de frais dans l'écosystème parce qu'ils permettent une utilisation. Donc, les trucs d'account abstraction, il y a beaucoup de sujets qui viennent. Finalement, on a fait un énorme pas d'un coup sur rendre cette finance décentralisée beaucoup plus utilisable en termes d'infrastructure et de coûts aussi. L'account abstraction, on entend un petit peu parler ces derniers temps. On a ici, il y a Vitalik qui vient de faire un talk dessus il y a quelques heures. On vous mettra dans la description un lien pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit, parce qu'effectivement, c'est probablement dans les 12-24 mois qui viennent ce qu'on entendra le plus et ce qui sera le plus intéressant pour cet écosystème en termes d'adoption. On va parler de tokenisation. Juste avant ça, tu parlais du régulateur. Et effectivement, vous avez rencontré, tout comme beaucoup d'écosystèmes du Web3, les régulateurs ces derniers temps, ils se sont beaucoup aussi stuffés à l'intérieur des équipes. Là où c'était incompréhensible il y a 2 ans, maintenant on a des gens qui comprennent très bien dans les différents instances de régulation et qui ne partent pas tout de suite lancer leur projet personnel. Donc c'est bien, on commence à avoir une base solide qui reste chez le régulateur. Ils vous comprennent, ils vous écoutent et ils s'adaptent aujourd'hui. Je pense qu'on va le voir dans les 12 prochains mois. Ouais. C'est-à-dire que les États-Unis ont une approche un peu offensive. Agressive, ouais, clairement. Je pense qu'il y a aussi eu, dans le vent des dernières années, beaucoup de choses qui n'ont pas été attrapées et qui ont eu beaucoup de conséquences sur finalement le contribuable. Et je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent un peu plus à l'offensive aujourd'hui. En Europe, il y a une approche un peu plus observatrice. On a l'impression qu'ils essaient vraiment de comprendre en fait les projets. Est-ce que finalement le layer qui va être mis régulatoire va être correctement posé? C'est difficile. C'est aussi difficile, je pense, le positionner dans la mesure où ces applications, cette finance décentralisée, il y a plusieurs niveaux d'abstraction. Ouais. On a un protocole, il y a des questions de décentralisation, des questions de gouvernance, des questions de responsabilité des personnes qui construisent ce protocole, et ensuite des gens qui vont construire des services par-dessus ces protocoles. Donc nous, on espère que le régulateur va mettre les contrôles au niveau le plus haut possible, là où il y a ces service providers qui eux, peuvent être mieux régulés, mais qu'on va garder une finance qui peut se construire avec des protocoles qui, eux, vont devoir être décentralisés aussi. Mais on espère, ou alors on croise les doigts pour que ça aille dans le bon sens, pas nécessairement inquiet. On voit, on interagit beaucoup avec les différentes équipes aussi, on communique entre projets, entre associations, et on essaie ensemble de faire évoluer ce terrain pour qu'il soit fertile à l'innovation sur ces sujets en Europe. En tout cas, effectivement, c'était déjà une bonne étape, puisque quand il y a eu le règlement MiCA, Market in Crypto Asset, qui a été voté il y a 1 an à peu près maintenant, en tout cas dans sa version politique, et un peu plus tard dans sa version opérationnelle, qui rentrera en 2024, on ne revient pas dessus parce que c'est suffisamment complexe, mais la finance décentralisée avait été exclue de ce texte-là pour qu'elle ait sa propre réglementation, pour qu'elle ait ses propres règles, et effectivement, on est dans cette période-là où on essaie de voir à quel niveau on pose ces règles, et on met des garde-fous, mais peut-être que si c'est bien placé, ça va justement être la manne financière, peut-être du grand public, mais surtout des institutionnels, un peu comme ce qu'on voit avec le TF de BlackRock aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense que peut-être en Europe en particulier aussi, on a eu la chance d'avoir énormément d'innovation, beaucoup de projets. En France, on a une grosse communauté au niveau des cryptos. On le voit avec la conférence qui se passe cette semaine. C'est une chance. Je pense que et les gens sont vraiment ouverts à collaborer avec le régulateur. Je pense que c'est un avenir assez prometteur pour l'Europe si les choses sont décidées correctement. Justement, parlons de la tokenisation qui est l'un des usages les plus compréhensibles du grand public et qui intéresse aussi beaucoup les institutionnels ces derniers temps, où on est clairement passé d'un truc de DGN à ok, il y a une vraie use case, un vrai cas d'usage et on va pouvoir peut-être le transposer à ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la tokenisation dans sa globalité et quel type de tokenisation aujourd'hui accapare l'intérêt collectif des institutionnels et du public? La tokenisation, c'est le processus par lequel on va représenter un bien physique, réel, comme on pourrait dire, de manière digitale, et surtout son ownership. C'est-à-dire que par exemple, si on tokenise un bien immobilier, on a une représentation digitale de ce bien immobilier, on va pouvoir se l'échanger, se le transmettre la valeur directement sur la blockchain. Ça a beaucoup de propriétés qui sont très intéressantes, notamment sur cette modularité, cette interopérabilité entre les différents protocoles. Je pense que les institutionnels, on a vu beaucoup de tokenisation de bons du Trésor américain, même de différentes proof d'effect. Je pense que les institutionnels ont un grand rôle à finalement pas restreindre l'accès et la création de ces bons à une sphère assez limitée, mais à pouvoir les utiliser dans un contexte de finance décentralisée où cette liquidité va pouvoir être vraiment plus efficace, le transfert de valeur aussi. Donc finalement, c'est un arrêt direct pour eux. C'est quelque chose, c'est une dynamique qu'on a beaucoup vu ces derniers temps.
Ensuite, finalement, la vague blockchain crypto a réussi à tout tokeniser. On peut créer une représentation de un peu tout. Ouais. Nous, on fait les intérêts, on peut parler de l'immobilier, on parle de l'art, ça vague aussi. Finalement, le but, c'est de trouver les bons moyens de faire cette représentation et les bonnes utilisations, comment on peut faire des synergies entre ces différents domaines. Est-ce que Realty est un projet de tokenisation immobilière? Ça fonctionne? Tu le vois comme ça? Oui, absolument. On discute avec eux sur différentes thématiques. Eux, ça fait des années qu'ils travaillent, qu'ils défrichent le terrain régulatoire. Je pense que c'est pas du tout un travail aisé. C'est beaucoup moins peut-être. Ils ont un travail qui est conséquent puisqu'ils sont directement frottés aux contraintes régulatoires, à tous les challenges qui viennent, et c'est des challenges aussi qui dépendent un peu nécessairement parfois de zones géographiques. Donc si on a la volonté d'être global, je pense que c'est un autre challenge aussi. Et j'avais pris cet exemple-là l'année dernière en disant que ça pouvait arriver sur Happy Wine. Est-ce que ça arrivera sur Spectra, que justement, moi qui ai eu des parts d'immobilier dans Realty, je puisse le déposer pour avoir mon loyer tout de suite le 1er janvier, alors que je pourrais en avoir à attendre le 12 décembre ou le 31 décembre. Est-ce que c'est possible un jour? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Je pense que ça serait même carrément bien. Ouais. Ce serait bien. À quelle date? Mais en tout cas, évidemment, c'est pour l'incarnation du protocole, c'est clairement un truc compréhensible de tous. Premier jour de l'année, on a son loyer, on n'attend pas le dernier jour de l'année pour avoir l'entièreté. Donc toujours un petit spread parce qu'il y a un risque à assumer ce genre de choses, mais en tout cas, ça serait clairement l'un des cas d'usage les plus compréhensifs, quoi. Bien sûr, et je pense qu'il y a une vague. C'est un peu cliché comparé sur Internet, mais il y a beaucoup d'utilisations qu'on pense possibles sans la blockchain, et qui le sont un peu peut-être théoriquement, mais finalement c'est beaucoup trop compliqué de créer un peu ces utilisations, de combiner ces services, comme je disais, de pouvoir faire, ok, alors on va avoir de l'immobilier, on va pouvoir prendre ses revenus à l'avance, tout ça, et puis en plus après une fois qu'on a ça, on veut le combiner avec une application. C'est compliqué sans cette DeFi, et c'est quelque chose qui est rendu possible, qui est en train d'être fait, qui est en train d'être construit aujourd'hui. Et on est à ici, on voit justement tout ce qui est en train de se construire demain. On parlait justement de Vitalik qui a fait un pitch sur la contract abstraction qu'on expliquera, comme je disais, plus en détail. Qu'est-ce que toi tu regardes là aussi sur ces sujets-là à HTC ou en règle générale? Un peu tout. Le but, c'est de garder un œil ouvert un peu sur ces différentes innovations. Ça arrive généralement très vite. On a envie encore une fois d'interagir un peu avec tout. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est les thématiques de scalabilité et en fait d'infrastructure. Nous, en tant que protocole builder, comme on pourrait se qualifier, on dépend directement de ces infrastructures finalement. C'est l'accessibilité des utilisateurs et la concept abstraction. C'est un peu ce qui a été rendu possible récemment, qui était beaucoup poussé par exemple Starkware. On a vu même Ledger se positionner sur ces terrains-là. Et c'est un peu ce qu'on attend depuis des années, quoi. C'est les thématiques du « ah non, c'est compliqué la blockchain parce que ». Et ben, enfin, on trouve des solutions, enfin, en tout cas, ces solutions commencent à être implémentées. Donc ça libère beaucoup plus d'utilisation. Évidemment, tout ce qui est combinaison de la finance traditionnelle avec la DeFi, c'est notre focus principal, on regarde ça tous les jours. Et je pense que les choses évoluent. Et à quel moment tu te dirais justement, dans le cadre de Spectra, la vision que tu avais en tant qu'étudiant il y a 3-4 ans, ça y est, tu l'as accompli, et vraiment le end goal que tu avais, ce serait trop bien s'il se passait ça, ça serait quoi justement? Et à quel moment tu te dirais ok, j'ai ce end goal là? Je pense que c'est notre but, notre vision, c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement de finalité, en tout cas pas tout de suite. On veut rendre la DeFi accessible, praticable, utilisable, et on construit différents produits autour de ça. Spectra, on est le principal, le protocole, c'est le premier bloc qu'on a construit. On a même travaillé sur d'autres produits un peu qui sont liés, qui vont venir par-dessus, qui vont être sur la thématique de l'inside, du risk management. Finalement, on voit la finance décentralisée évoluer, gagner en maturité, on voit différents besoins, et quand ça se positionne un peu dans notre credo, on essaie d'y apporter la solution. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de compréhension de la part du utilisateur, on a réussi à avoir des produits beaucoup plus utilisables. Nous, on a grandi de deux façons, on a grandi en tant que projet avec l'écosystème, et c'est vrai que quand on a commencé, on était étudiant, donc première entreprise, des problématiques de produits, de développement interne qui sont toutes nouvelles. On a beaucoup plus de maturité par rapport à ça, et on est très confiant sur notre capacité à exécuter. Et aujourd'hui, quand on va lancer notre version, avoir plus de liquidité, avoir du volume, à vraiment répondre aux besoins qu'on avait identifiés il y a 3 ans, qui sont encore plus réels et présents aujourd'hui, mais on a des solutions aussi beaucoup plus adaptées. Je pose jamais cette question parce que je trouve qu'elle est tellement interprétable de plein de façons différentes, mais ça fait 3-4 fois qu'on se voit dans cet écosystème et dans ces échanges sur Cryptos, donc je te la poserai et je vais te la poser. Est-ce que ici, maintenant que tu as 3-4 ans dans le rétro, tu referais ton projet en sortant d'études dans la finance centralisée, dans un système aussi mouvant que celui-ci, d'un point de vue régulatoire, d'un point de vue technologique? Est-ce que tu referais le même pari?
À 100%. À 100%. En fait, finalement, c'est tellement dynamique que c'est pas comme si on avait fait un saut il y a 3 ans qu'on ne fait pas tous les jours. En fait. Et c'est un challenge continu, on y va à fond. Et honnêtement, c'est la meilleure expérience. J'ai jamais autant appris que depuis que j'ai arrêté mes études, forcément. Et j'apprends tous les jours et on gagne beaucoup en maturité. On fait quelque chose qui nous plaît. On a un écosystème qui est bienveillant. Ça fait un peu, je vais pas exagérer, mais quand même relativement une communauté porteuse, française. Même en Suisse aussi, on rencontre tellement de gens. L'innovation se développe et se développe bien. C'est très satisfaisant de voir que finalement les choses gagnent en maturité et convergent dans le bon sens et que c'est pas bon en fait c'était une expérience et ça a raté. Je pense qu'il y a de la chance comme dans tout parcours entrepreneurial, mais non, jusqu'à présent on est très content de là où on est. On le referait très différemment. Je pense qu'on a fait plein d'erreurs, plein de choses c'est pour ça qu'on a appris. Et est-ce qu'il y a quand même un moment donné où tu t'es dit, ouais, ce dossier, j'aurais préféré qu'il n'arrive pas sur mon bureau et je sais pas comment je vais le traiter? Tu as eu des moments de frayeur? Et si oui, est-ce que c'était plus sur la régulation? Est-ce que c'était plus sur la technologie? Est-ce que c'était plus sur la concentration avec les autres protocoles ou l'interaction? Ou est-ce que tu n'as pas eu ça, tout simplement? Oui, il y a eu plein de moments de stress, de moments très intenses. La régulation, pas forcément. Parce qu'en fait, c'était une des premières questions qu'on s'est posées. On s'est dit, voilà, on va faire quelque chose qui touche à de la valeur. Donc on s'est très bien entouré. On s'est entouré en Suisse, en France. Et on a essayé de comprendre. Et en fait, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très définies. Et donc c'est une sorte de best effort, une consultation permanente, un peu des avocats, du régulateur, d'essayer de construire les choses bien, de collaborer avec eux pour construire finalement ce terrain de régulateur. Les frayeurs, elles sont sur le fait sur les questions de sécurité. Elles sont sur parce que sécuriser des protocoles comme ça, c'est un challenge, c'est jamais sûr, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'argent dépensé aussi. Finalement, la gestion d'entreprise, il y a la survie de l'entreprise, c'est construire des produits qui sortent au bon moment, pouvoir convaincre des utilisateurs, des investisseurs. Et c'est des challenges permanents. Il y a eu plein de moments un peu de grand stress, beaucoup de nuits blanches. Mais finalement, la maturité et fait qu'on gagne en organisation, c'est mieux gérer les choses et donc on est moins sur la fin de la marge. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à combien de TVL sur Spectra alors? Alors, la Spectra est en bêta, donc on est sur testnet. Donc il n'y a pas de vrai de TVL, c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Sur la première version qu'on avait en 2021, on avait un peu plus d'un 5 millions de TVL, un peu plus que ça en volume, quelques milliers d'utilisateurs. Donc effectivement, et c'était quelque chose qui venait, c'est des utilisateurs qui venaient plus en mode j'ai de la liquidité sur AAV, je veux tout de suite avoir mon rendement. C'était quoi le typologie type? Tout. C'est vrai que l'utilisateur en 2021, il avait un profil un peu différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore toujours pas mal de ce qu'on appelle du yield farming, des gens qui vont venir juste gérer un peu des fonds avec leur liquidité. On avait de l'utilisation organique aussi. Mais finalement, les choses sont aussi beaucoup plus optimisées dans la gestion de liquidité et des paradigmes un peu différents qui font que c'est plus facile d'aller chercher la liquidité parce qu'on sait organiser les choses mieux. Donc on peut avoir de la liquidité organique, des revenus organiques pour les liquidity providers, ce qui n'est pas possible évidemment de l'utilisation des protocoles sur les fees, sur ces genres de revenus. Parce que finalement, là, des finances décentralisées, c'est mettre en correspondance des gens qui vont venir prêter la liquidité et des gens qui vont l'utiliser. Donc voilà, aujourd'hui ça a pas mal évolué. Et on a parlé des gros protocoles, on a parlé des users. Est-ce que, pareil, on en a parlé très rapidement, les institutionnels commencent à vous envoyer des petits DM sur Twitter et vous demander comment on peut travailler avec Spectra ou avec SapiWine? Alors, la question est sur comment on définit vraiment une institution. Il y a différentes tailles. Nous, aujourd'hui, on ne va pas travailler avec des grosses banques qui vont venir déposer les liquidités sur SapiWine, sur Spectra. Voilà, c'est encore trop tôt. C'est le testnet, c'est pour ça. C'est ça. Mais par contre, oui, on discute par exemple avec des fonds qui vont allouer plusieurs millions, qui vont utiliser la DeFi de plus en plus, parce qu'elle est plus mature, parce qu'ils ont plus d'outils pour l'analyse aussi, et qui ont les besoins qui correspondent à ceux qu'on résout avec nos solutions. Donc oui, c'est un travail constant. Je pense que on a un curseur qui se déplace un peu. On adresse toujours un public aussi très retail. L'utilisateur DeFi, il n'a pas nécessairement une grande connaissance de finance. Il expérimente beaucoup encore. Mais ça s'institutionnalise de plus en plus. Et oui, aujourd'hui, ça fait partie de notre BD d'aller voir ces gens-là. Et ça va dans les deux sens. Et on discute un peu avec des gens parfois aussi de grosses banques. Ouais, quand même. Aujourd'hui, ils sont là aux événements, on les voit, ils discutent. Et c'est aujourd'hui beaucoup de questions. Mais voilà, je pense qu'il leur faut encore un peu de temps. Je pense qu'ils ont un risque régulatoire et besoin d'un écosystème encore un peu plus mature avant
de la GPU. Mais tu as raison, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, et même les VC, on les voit non plus financer les protocoles de finance décentralisés et ne pas y mettre les pieds, on les voit effectivement de plus en plus mettre les pieds dans les protocoles potentiellement qu'ils n'ont même pas financés, juste pour bénéficier des intérêts et de la maturité de ces protocoles qui n'existaient pas il y a 2-3 ans. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'évolution et la structuration de ce domaine, bien que la TVL ait un petit peu baissé, elle a augmenté de manière fulgurante et très probablement, avec la contrast option et ce genre de sujet, sera d'autant plus intéressante. Donc il faudra guetter tout ça, et c'est ce que tu feras en tout cas effectivement à Spectra désormais. On mettra tous les liens en description de ceux qui veulent utiliser la solution en testnet. Pour l'instant, vous êtes sur quel testnet ? Goerli. Ok, donc effectivement c'est assez connu. Bon courage pour ceux qui veulent aller chercher des Ethers sur testnet. On a un Faucet. Ah, vous avez un Faucet qui fonctionne ? Oui. Excellent, parce que plus compliqué d'avoir des Ethers sur testnet que sur le mainnet ces derniers temps. Mais en tout cas, avec plaisir pour aller mettre tout ça et que les gens essayent. Moi, j'essaierai dans cette semaine d'être ici, parce que je n'ai pas réussi avant. Et bien sûr, je serai un des utilisateurs, comme j'étais de l'Happy Wine, à sa version officielle. À très vite, Gaspard. Super. Au revoir. Merci.